Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous allons interviewer Laurent Galtier. Laurent Galtier qui a écrit pour notre magazine un gros dossier sur les méga-feux. Alors, étant donné l'actualité, je pense qu'il va avoir des choses à dire alors que nous sommes au mois d'août. Bonjour Laurent. Bonjour Marcel. Alors Laurent, l'actualité fait écho à cet article. Alors, j'invite les gens à regarder Nexus refait le mag numéro 2 s'ils veulent regarder ton entretien qu'on avait enregistré à ce moment-là. Mais déjà, bon, pour ceux qui n'auraient pas le temps, est-ce qu'on pourrait faire un résumé de ce dossier et finalement faire un lien entre ce dossier et ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de primordial pour toi à dire aujourd'hui? Oui, donc effectivement, c'était un dossier qui avait été écrit après le méga-feu qui s'était produit dans les Corbières l'été dernier. Et donc, c'était un méga-feu qui faisait suite à un autre feu dans les Landes qui s'était produit en 2022, typiquement. Et puis des méga-feux qui se sont produits dans le monde entier, notamment, donc on a eu des nouvelles d'incendies en Australie, des nouvelles d'énormes incendies aussi en Californie, ou alors sur l'île de Lahaina à Hawaï. Et c'est des images qui avaient fait le tour du monde. Et donc, on avait décidé de faire ce dossier-là. Et l'idée du dossier était de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, c'est-à-dire pas forcément de suivre l'actualité, comment dire, au mois près, mais essayer de prendre du recul pour voir les constantes, pour voir s'il y a un schéma qui se dégage par rapport à ces incendies récurrents. Et c'est vrai que, en tout cas, bon, les incendies, c'est quelque chose qui est dans l'histoire de l'humanité depuis très longtemps, quoi. Aussi longtemps que la civilisation existe, hein, les incendies ont frappé des grandes villes, des forêts. C'est des choses qui sont arrivées de tout temps. Mais on voit quand même un certain nombre de constantes. C'est-à-dire le premier point, c'est que les incendies sont très liés à l'aménagement des villes ou des territoires. C'est-à-dire que typiquement, dans des circonstances où il y a une déprise agricole, où on transforme le territoire, il y a des risques que des grands incendies qui n'étaient pas visibles à une certaine époque puissent revenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que comment dire, l'état de préparation, la qualité du matériel, la maintenance du matériel pour la lutte anti-incendie, c'est un point primordial pour arriver à maîtriser les départs de feu. Pour les départs de feu, un point important, c'est qu'il faut savoir que en France, 90% des grands incendies de forêt sont d'origine humaine. C'est-à-dire que la nature elle-même produit peu de grands incendies comparativement à l'homme. Et dans les incendies d'origine humaine, on a un gros tiers qui est d'origine criminelle. Et c'est-à-dire que c'est des personnes qui mettent le feu. Et donc souvent, il y a très peu de cas où ces personnes sont jugées avec des condamnations, même si les peines sont très très lourdes. Et généralement, les personnes condamnées sont plutôt le profil du pyromane solitaire. C'est une personne qui a soit qui agit sous l'impulsion, soit qui a une fascination psychologique pour le feu, une personne qui veut se venger, typiquement des pompiers qui auraient été, qui n'auraient plus le droit d'exercer dans leur caserne, des personnes comme ça. Et mais comme comment dire, la plus grande part des incendies n'ont pas de cause identifiée, à part le fait qu'on sait que c'est l'humain, ça comment dire, ça conduit à beaucoup de suspicions sur des intérêts qui pourraient être des intérêts immobiliers ou des intérêts industriels qui pourraient être générés par le fait que place nette est faite. Et typiquement dans les Corbières, quelque chose qui, quand j'étais allé voir les personnes sur place qui avaient subi les conséquences de l'incendie, notamment des agriculteurs, des viticulteurs, il y avait beaucoup de doutes qui étaient émis vis-à-vis d'une énorme installation solaire qui était prévue à proximité du départ de feu, donc quelques kilomètres, et une installation qui était très contestée au niveau local. Donc aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Donc il ne nous appartient pas de faire le travail des forces de police, des enquêteurs ou de la justice. Mais quoi qu'il en soit, la suspicion, c'est-à-dire le fait, la suspicion qu'il puisse y avoir un lien entre un départ de feu et une installation industrielle ou une installation de promotion immobilière, par exemple, c'est quelque chose qui est très présent dans tous ces dossiers-là. C'est quelque chose qu'il faut regarder avec attention, bien sûr.
Un autre point, qui est important aussi, c'est la récupération politique. C'est-à-dire que là, quand on parle de l'Australie, des États-Unis, de la France, on a toujours, à chaque incendie, on a ce même son de cloche sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire que les causes, sont généralement humaines, mais le réchauffement climatique est toujours amené, dans le discours médiatique et politique comme un facteur amplifiant pour les incendies. Et c'est-à-dire que, bah, comme les personnes, enfin, donc c'est lié au dégagement de CO2, donc à toutes les recherches scientifiques qui sont faites sur le réchauffement climatique, qui indiqueraient que, d'après les modèles utilisés, que plus de chaleur ferait plus de sécheresse et donc plus de risques d'incendie. Et donc ce discours-là est toujours à chaque fois remis, euh, de manière opportuniste par rapport, aux incendies. Et ça, c'est un point qui est important parce que c'est très imbriqué, en fait, avec, le point que j'ai évoqué au début, qui est lié à l'état de préparation, des moyens de lutte anti-incendie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, l'incendie, les causes sont humaines, que ça peut être des individus isolés qui peuvent mettre le feu, et produire dans les circonstances, quand les circonstances s'y prêtent, c'est-à-dire du vent, une sécheresse assez intense, à des méga-feux, il est certain que la prévention est très difficile. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une caméra sur chaque arbre pour, s'assurer que, personne ne mette le feu. Donc les moyens de lutte anti-incendie, leur état de préparation, leur réactivité, c'est quelque chose de primordial. Et ce qui s'avère, c'est qu'en France, dans les années 50-60, il y avait beaucoup d'incendies, beaucoup de surfaces brûlées. Et petit à petit, la France a mis en place un système de lutte anti-incendie qui est parmi les meilleurs du monde et qui montrait des très bons, d'excellents résultats au début des années 2000. Et malheureusement, depuis, disons, une dizaine d'années, on voit ressurgir des très grands feux, ce qui n'était pas le cas dans les décennies précédentes. Et là, on voit toute l'implication, toute l'imbrication en discours. Donc la politique qui, d'un côté, laisse se dégrader le système de lutte anti-incendie, c'est-à-dire ne parvient pas à le maintenir. On a l'exemple des Canadair où l'année dernière, dans les Corbières, de mémoire, il n'y en avait que 5 sur 12 qui étaient opérationnels. Là, pour cet incendie dans les Landes, ce méga-feu dans les Landes, de mémoire, on était à 7 Canadair opérationnels sur 12. C'est-à-dire à peine la moitié de la flotte qui est capable de voler pour l'été, arriver à lutter contre l'incendie. Il y avait des problèmes de matériel à pas mal de niveaux aussi sur des citernes. Et donc on voit que c'est un sujet sur lequel l'État a arrêté d'investir pendant un bon moment. Par exemple, le Premier ministre Attal a décidé de ne pas d'annuler d'annuler le budget qui était prévu pour la commande de 2 nouveaux Canadair. Donc il n'a pas été Premier ministre longtemps, mais il l'a été assez longtemps pour arriver à annuler la commande. En tout cas, on voit qu'il y a eu un désinvestissement important. C'était probablement pas dans les préoccupations des différents gouvernements successifs de Macron. Et donc c'est vrai que là, dans ces circonstances-là, le discours sur le réchauffement climatique est bien pratique parce qu'il permet à la politique de dire bah, les responsables de ces méga-feux, c'est vous. Vous, les citoyens, vous prenez vos voitures pour aller travailler, de temps en temps pour des loisirs, des choses comme ça. Donc c'est à cause de vous si les feux sont aussi importants et ça permet de ne pas parler de ce désintérêt des pouvoirs publics, du gouvernement en tout cas, pour le sujet de la prévention incendie et de la lutte contre les incendies. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, tous les points que j'ai cités, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans ce méga-feu dans les Landes fin juillet, qui a démarré fin juillet. Mais comment tu l'expliques, toi, ce désinvestissement, pour la prévention? Parce que ça n'a aucun sens. Et là, on le sait, ils sont les premiers à dire qu'il y a le réchauffement climatique. Donc forcément, qui dit réchauffement climatique dit sécheresse l'été. Qui dit sécheresse l'été dit incendie. Pourquoi ils n'investissent pas? Ça serait quoi les raisons de cela?
Alors, c'est très dur comment dire, à pointer un facteur ou une personne, hein. C'est un phénomène qui est un peu lent, qui est assez lent. Moi, je dirais qu'il y a deux causes. La première, c'est que bah, comme le système était rodé et fonctionnait bien et conduisait à très peu d'incendies, il y en avait, hein, mais ils étaient assez rapidement circonscrits. Ils n'avaient pas la possibilité de se développer en méga-feu, quoi. Un méga-feu, c'est quelque chose de dingue, hein. C'est-à-dire que ça produit tellement d'énergie que ça produit son propre microclimat Mmh. là où est le feu. Donc, c'est-à-dire que ça crée des mouvements de convection, des mouvements d'air énormes qui alimentent le feu lui-même. Et c'est vraiment, là, on parle d'un phénomène qui est un effet de seuil, quoi. C'est au bout d'un moment, on arrive vraiment sur un énorme feu qui est très très difficile d'arrêter. Et pour éviter ça, il faut des moyens qui interviennent très rapidement et massifs. Alors, si ça arrive plus, si on n'a plus ces images, si on n'a pas des centaines de milliers de personnes qui sont évacuées devant un incendie qui se déplace à des vitesses folles, bah, le sentiment le sentiment d'urgence, la perception du danger, disons, diminue aussi. Donc, quand là, le gouvernement qui doit faire des budgets, euh, donc on est quand même un des pays les plus taxés au monde, mais on est toujours à court de budget. C'est toujours on est quand même en France. Et donc en Mmh. fait, de mon point de vue, il y a cette perte de la perception du danger d'une part, et ensuite, bah, quand il faut arbitrer des budgets qui sont extrêmement serrés, où il faut alimenter en armes l'Ukraine, en armement l'Ukraine, où il faut faire des arbitrages en permanence sur des sujets tout azimut, bah, sans doute que la lutte anti-incendie, c'est difficile de la justifier. Hein. En fait, c'est un peu la malédiction d'un système qui fonctionne, c'est que quand il fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc on perd un petit peu de vue que sans lui, en revanche, on aurait de graves problèmes. Voilà. Moi, je l'interpréterais. Voilà, d'accord. Bah, alors avec ce qui s'est passé cette année là, cet été, là, je pense que la perception lointaine, va devenir beaucoup plus Oui, proche, hein. Parce que là, ne serait-ce que nous, dans la Creuse, moi, je me réveille un matin, j'ouvre la fenêtre, ça sent le brûler. Je me dis: «Waouh, il y a un incendie près de chez moi ou quoi?» Et en fait, c'était à plus pour alors que c'était à plus de 3 heures de chez moi, hein. On sentait l'odeur de la fumée. Là, toute la zone, dans la Creuse, on sentait l'odeur des fumées. J'ai pensé à tous ceux qui étaient sur place, je me disais: «Mais on sent ça à plus de 3 heures, mais qu'est-ce que ça doit être sur place?» Ça a dû être une horreur, une horreur. bah oui, c'est 40 000 hectares hein, qu'on brûlé, hein. C'est énorme hein, Mmh. quand on y Alors pense. Hein. il paraît en plus qu'après ça peut prendre des semaines, voire des mois à s'éteindre totalement, c'est ça? Oui, oui, oui. Et ça peut mettre des semaines et des mois. Ça peut même se propager très discrètement si on n'est pas assez attentif et repartir un peu plus loin des combustibles et donc et un feu peut repartir. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est pour ça que dans le discours, dans le langage qui est utilisé, on parle souvent du feu qui est fixé. C'est-à-dire qu'il n'est pas éteint, il n'est pas complètement éteint, mais les forces de lutte anti-incendie ont réussi à stopper sa progression. Et derrière, les forces de pompiers sont toujours mobilisées pour s'assurer que ça reparte pas. Oui. Mmh. Alors tout à l'heure, tu parlais de suspicion. Alors là, on a vu passer beaucoup de choses sur les réseaux. Oui, il y avait tel projet industriel, tel projet photovoltaïque prévu à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a eu un incendie. Toi, est-ce que selon toi, il y a suffisamment d'éléments pour prouver cela? Pour prouver un lien entre un projet industriel et un départ de feu? Alors, en tout cas, si on regarde les bases de données sur les incendies, les causes, il y a pas, ça n'existe pas une condamnation comment dire, d'un promoteur, d'un industriel pour avoir mis le feu à une forêt pour y installer quelque chose. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, puisque là, bah, on est dans un état de droit, donc l'accusation a besoin de preuves pour conduire à une condamnation. Euh, le fait est qu'on a quand même des choses qui mettent la puce à l'oreille, en tout cas qui sèment le doute, on va dire.
La première chose, c'est que pendant le méga feu des Landes, qui s'est produit pas très loin de là où il y a eu le feu fin juillet, en 2022, il y a eu des démarchages de promoteurs photovoltaïques qui proposaient, parce que en fait, quand quelqu'un a un incendie sur sa parcelle, il va devoir replanter. Et replanter, ça coûte beaucoup d'argent. Et ça met beaucoup de temps. Et c'est sûr que si on est sinistré et qu'un promoteur vient avec une offre alléchante, on peut être tenté d'accepter parce que si on a des biens qui ont été détruits, que l'assurance derrière va mettre des années à rembourser, c'est vrai qu'une belle offre, ça mérite considération. Et ça a été caractérisé, documenté. En 2022, des promoteurs peu scrupuleux ont fait des propositions alléchantes. À l'AENA, à Hawaï, quand il y a eu cet énorme incendie qui a brûlé plus de la moitié de la ville, avec une intensité extrême, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur logement, leur maison et qui ont eu beaucoup d'offres très alléchantes. Alors là, c'est pas du photovoltaïque, c'était plutôt pour de la promotion immobilière. Et les personnes sont très tentées parce qu'ils ont perdu leur maison. Ils savent pas si l'assurance va les rembourser, s'ils vont réussir à réunir toutes les preuves, combien de temps ça va prendre, parce qu'on sait que les assurances peuvent mettre du temps à rembourser. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect. C'est-à-dire que c'est pas forcément des promoteurs qui vont mettre le feu pour faire de la place. Par contre, ils peuvent être très rapides pour faire des offres alléchantes à des personnes qui sont objectivement dans une situation très très difficile. Donc ça, c'est déjà arrivé donc dans les Landes en 2022. Et un autre précédent, c'était, alors je me souviens plus exactement des dates, hein, je m'excuse, mais mettons début des années 2000, peut-être 2004, il y a eu un incendie dans les Alpes de Haute-Provence qui a brûlé une parcelle de forêt. Il y a ensuite eu une installation solaire qui s'est mise là où donc il y a eu une autorisation de défrichement pour cette parcelle solaire, donc pour changer son usage, c'est passé de forêt à centrale solaire. Et là, il y a une centrale qui s'est construite à cet endroit-là. Donc c'est la montagne de Lurs, voilà. Et là, il y a eu énormément de, l'opposition de certaines organisations écologistes locales a été extrêmement dure. Il y a même eu un incendie dans la centrale solaire. Donc c'est ça on a un précédent où une parcelle de forêt a eu un feu qui est classé comme criminel, en tout cas humain, et sans condamnation de coupable, et où ensuite, quelques années après, il y a une installation solaire qui s'est construite. Donc là, c'est des faits. Le fait de relier des intentionnalités, des condamnations, ça, c'est le rôle de la justice, et elle n'a pas conduit à condamner qui que ce soit par rapport à ça. Voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, dans les Corbières, il y avait un projet de centrale solaire extrêmement contesté qui était projeté à quelques kilomètres du départ de feu. Et le projet avait eu des avis très défavorables de la part d'organisations de défense, de protection de la nature, à cause notamment d'une faune aviaire, d'oiseaux, de rapaces qui avaient leur habitat là-bas, des espèces protégées, et où il y avait des craintes d'un impact important de cette énorme centrale sur la faune. Donc c'est vrai qu'il est facile en tout cas de penser que après un incendie, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins, la faune n'est plus là, elle a été détruite par l'incendie. Donc peut-être que on peut faire des liens par rapport à ça. C'est pas des liens probants au sens juridique, mais en tout cas, il est difficile, en tout cas pour les personnes sinistrées qui ont perdu énormément à cause de l'incendie, c'est difficile de pas y penser. Et donc encore une fois, l'instruction est en cours. Voilà. Donc tout ça pour dire que, alors un dernier point aussi de contexte qui est important, c'est que la loi a changé de mémoire en 2023 par rapport à ça, pour rendre encore plus difficile les autorisations administratives pour changer la destination d'un terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est considéré qu'une parcelle de forêt peut servir à la lutte anti-incendie si elle est gérée de manière appropriée par rapport à ça. Et la conséquence, c'est que la préfecture délivrer ces autorisations de défrichement qui permettent de mettre des installations solaires ou industrielles ou quelles qu'elles soient, hein, ça peut être aussi de la promotion immobilière, devient très difficile. Donc, il y a quand même, alors, si la loi a changé, quand on regarde dans les délibérations sur cette loi-là, on ne voit pas d'éléments qui seraient liés à des suspicions d'incendies provoqués pour des raisons crapuleuses.
Quoi qu'il en soit, l'opportunisme est quand même aussi un signal assez fort qui ont sans doute conduit sur la base de ce qu'on. Enfin, c'est pas écrit aussi clairement, mais on peut penser que c'est une bonne raison pour avoir eu ce durcissement de la loi. Donc tout ça pour en arriver donc aux Landes Attends, fin juillet. pour être Oui. sûr qu'on comprenne bien la loi, peux-tu la résumer davantage, cette loi? Parce que c'est un petit peu coupé de mon côté. Donc Oui. désormais, depuis 2023, c'est plus difficile de faire des En projets sur des fait, parcelles qui ont brûlé? ouais, c'était déjà le cas avant. C'était déjà difficile. C'est-à-dire que Mmh. la loi en France est quand même très protectrice depuis plusieurs décennies pour empêcher la conversion d'une parcelle brûlée en une parcelle constructible pour un projet industriel. Là, la loi l'a Mmh. rendu encore plus difficile. Elle a fait aussi plein d'autres choses sur la lutte anti-incendie, mais en tout cas, c'est une loi qui a été prise bien sûr dans la foulée de l'incendie de 2022 dans les Landes. Voilà. Mmh. Et là, on arrive 2026 dans les Landes. En tout cas, il n'y a pas de traces rapportées, en tout cas en source ouverte, sur des démarchages photovoltaïques. Et le projet qui est actuellement en cours le plus proche, il a une vingtaine de kilomètres du départ de feu. Il n'est pas dans la direction sous le vent et c'est un projet qui est agrivoltaïque, c'est-à-dire que c'est des parcelles de culture qui aujourd'hui verraient une installation solaire sur ces parcelles de culture, c'est-à-dire que et les parcelles produiront à la fois de l'électricité solaire et des cultures. Donc là, on n'est pas du tout dans le contexte d'une parcelle de forêt où il y aurait peut-être, comment dire, d'une manière un peu invisible ou des tractations pour arriver à les convertir ces parcelles de forêt en parcelles industrielles. Donc on est, en tout cas, il n'y a pas de. Alors j'ai pas fait une enquête non plus approfondie, mais on n'a pas d'éléments évidents qui pourraient permettre de faire ce lien-là. Mais Voilà, donc c'était, le projet, donc tu parlais du projet, de la Grande Pinède. oui, ouais, c'est Pro ça, oui, tout à fait. Projet C'est de un la Grande projet Pinède, agrivoltaïque. Donc c'est voilà. 130 mégawatts crête, donc c'est assez important. Ça va être une quarantaine d'hectares, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est des projets qui sont poussés par des. C'était pareil dans les Corbières, c'est un peu le même type de projet. C'est-à-dire que c'est des entreprises françaises, mais qui sont adossées à des fonds d'investissement de private equity qui peuvent être européennes et elles-mêmes adossées à des énormes fonds de private equity américains. En tout cas, on retrouve Mmh. bien dans la structuration de leur actionnariat, on retrouve les habituels BlackRock, Vanguard, Ah bah Citigroup, tiens. des choses comme ça. Ouais, on les retrouve Mmh tous. mh. Mais bon, cela dit, c'est des, comment dire, c'est des fonds d'investissement qui ont énormément investi en termes d'influence dans la transition énergétique, donc c'est pas non plus surprenant de trouver dans la Mmh. structure d'actionnariat. Et c'est pas ça qui veut dire qu'il y a eu un incendie pour leur faire de la place pour mettre des panneaux, quoi. Hein. Voilà, Mmh. faut pas faire un lien de cause à conséquence. Mais disons que ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, c'est pas des petits projets citoyens pour équiper de panneaux solaires une petite maison, une maison ou un ensemble de maisons ou un Mmh. centre communal. Là, on parle du gros industriel photovoltaïque, quoi. Voilà. C'est bon, tu entends pas quand je fais l'éventail? Ça fait pas de l'air? Il y a aucun souci de mon côté, pas de Dans problème. dans le micro? Désolée, chers auditeurs, mais là, c'est un jour de canicule. Regardez, là, il fait 33°1 chez moi, là, donc je dégouline. Oui, ça, tu Heu, as gagné 2/10 de degré depuis tout à l'heure en oui, plus. depuis tout à l'heure, ouais, ça doit être l'ordinateur, nos cerveaux en ébullition, Ouais, même c'est ton ça. l'énergie de ton cerveau qui passe à travers mon ordinateur. Voilà. Bon, on va pas se Voilà, plaindre, c'est donc vrai que là, oui, il fait 33°, mais c'est quand je pense vraiment aux victimes des incendies qui ont plus rien, ces images-là étaient vraiment, choquantes, hein, qui vont devoir tout reconstruire. D'ailleurs, on avait aussi une de nos journalistes, l'année dernière, je crois, qui a tout perdu aussi dans un incendie. ouais. C'est terrible. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose, parce que tu avais 3 points que tu voulais évoquer principaux et je crois qu'il en reste encore au moins un ou 2, non? Oui, je dirais qu'il y a un point aussi qui est assez important, parce que là, on est un peu en train de parler de, on va dire de ce qui est en train de se passer on va dire depuis 10 ans, quoi. Sans doute un
comment dire, un pouvoir qui met très peu d'attention sur les moyens de lutte anti-incendie, qui laisse le matériel se dégrader, ce qui fait qu'il n'est pas disponible, il a un mauvais état de préparation. Et donc, on a du mal à réagir quand il y a des feux qui arrivent. On manque peut-être de moyens, il faut les faire venir de toute l'Europe. Voilà, donc ça, on est à ce premier point-là. Alors, le gouvernement a quand même augmenté assez significativement les budgets depuis 1 ou 2 ans, donc il y a quand même une réaction qui se fait, mais elle ne se traduit pas dans les faits. C'est-à-dire que comme il y a un retard important qui a été pris, là, il faut payer ce retard, quoi. Et voilà, donc ça, on va dire, et l'État qui, bien sûr, va dire c'est le réchauffement climatique, en gros, c'est à cause de vous, petites gens, vous prenez vos voitures pour aller au travail, c'est à cause de vous s'il y a des méga-feux. Ça, c'est le paratexte, ils ne le disent pas, bien sûr, mais ça permet, quelque part, parler du réchauffement climatique, ça permet de ne pas parler du fait que l'État n'a pas fait son travail. On est comme je disais tout à l'heure, dans l'État le plus taxé du monde. La protection anti-incendie, la lutte anti-incendie, ça fait des milliers d'années que c'est un sujet civilisationnel. C'est un État qui fonctionne, il arrive à lutter contre les incendies. Donc là, on a un État qui commence à être, enfin, en tout cas, qu'on sent un peu failli de ce point de vue-là. Tu disais que même, par exemple, en 1949, il y a eu déjà des incendies aussi gros dans les Landes. Ouais, c'est ça, exactement au même endroit. Et alors, c'est que quand on prend pas mal de recul, qu'on réfléchit sur peut-être le siècle, ce qu'il faut voir, c'est que la culture de pain maritime, c'est quelque chose qui a commencé un petit peu avant, mais en tout cas qui a été lancé, qui a été promu par l'État central français à partir de 1850, quelque chose comme ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a régulièrement, tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans, des méga-feux, et avec des dizaines de milliers d'hectares qui sont brûlés. Et c'est quelque chose qui se produit, alors pas très fréquemment à l'échelle d'une vie humaine, c'est pas les 5 ans, c'est tout, on va dire toutes les générations en moyenne, un méga-feu de ce type-là qui part. Et qui voilà, et c'est vrai que, et ça, c'est lié à quelque chose qui est en fait, c'est une tendance qui est plus longue. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui va favoriser ou pas les incendies. Dans les Corbières, on voyait déjà l'influence très importante de la culture de la vigne pour faire des coupe-feux. C'est-à-dire que le fait d'avoir de nombreuses cultures de vignes dans les vallées a un effet clair pour éviter la propagation des feux. Et là, en fait, il y a une politique très importante de l'Union européenne et de la France pour faire des arrachages de vignes. Il y a, j'ai plus en tête, mais c'est des dizaines de pourcents de vignes qui ont été arrachées. C'était une politique visant à réduire le volume de vignes, de vin qui était produit, puisque la consommation, effectivement, de vin tend à diminuer. Donc, c'était une politique nationale européenne qui visait à augmenter la qualité, diminuer les volumes, et ça se traduisait par des arrachages de vignes. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de voix qui sont élevées pour dire on arrache des vignes, maintenant on a des feux qui peuvent passer. Ça qu'on transforme des vignes qui avaient tendance à arrêter le passage des feux, et on les remplace par des jachères, ou des jachères qui sont du combustible. C'est-à-dire quelque chose qui était coupe-feu devient finalement pro-feu. Et ça, c'est une critique très importante qui a été faite sur l'aménagement du territoire. Dans les Landes, depuis plus de 150 ans, on fait de la monoculture de pin maritime pour produire énormément de bois. Et c'est des marchés colossaux, hein. Là, on parle d'une dizaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'industrie du bois dans les Landes. Donc, c'est quand même une activité économique très importante. Et celle-ci, par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis plus de 150 ans, c'est quelque chose qui a tendance à produire des méga-feux régulièrement. Dans le Midi, il y a un autre phénomène qui s'est produit, c'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de culture de chèvres pour faire du fromage de chèvre. Et les chèvres mangent tout. En fait, les chèvres faisaient de l'entretien. Au fur et à mesure de la désaffection, que la production de fromage de chèvre a diminué et continue à diminuer, il y a beaucoup de parcelles qui sont redevenues de la jachère, qui n'ont plus été entretenues, donc ça veut dire beaucoup de combustible potentiel pour un départ de feu. Et à un tel point que maintenant, on a même donc maintenant il y a des obligations de défrichement autour des habitations, enfin de défrichement
le terme m'échappe. C'est une obligation, en tout cas, de retirer la broussaille, tout ce qui peut être du combustible pour ce type d'incendie. Et on a même des artisans qui viennent, qui louent des chèvres pour un certain temps pour qu'elles s'occupent de débroussailles, voilà, des obligations de débroussaillage pour débroussailler les parcelles. Et c'est-à-dire que là, il y a toute une réflexion importante dans l'aménagement du territoire par rapport à ça. Donc quelque part, ça, quand on voit que des méga-feux dans les Landes, dans la forêt des Landes de Gascogne, pouvaient déjà brûler des dizaines de milliers d'hectares il y a 150 ans, déjà ça permet de prendre quand même un certain recul par rapport à tous les éléments de langage sur le réchauffement climatique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Et je pense que j'ai pas besoin de prouver mes affirmations. Donc, dire c'est de la faute du réchauffement climatique, c'est quand même manquer singulièrement de recul. Et ensuite, il y a un aspect qui est très lié à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent être faites. Comment dire? Il y a des changements, des moyens de l'activité économique. Il y a des changements des modes de vie des gens, de leur travail. Tout ça, ça a des conséquences qui peuvent se traduire par des catastrophes comme celle qui s'est produite dans les Landes fin juillet de cette année. Tu disais que à l'échelle d'une vie, normalement, on vit qu'un seul méga-feu. Mais là, ceux qui étaient dans les Landes, tu parlais de 2022 tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Il y en a déjà eu un en 2022. Et là, on est en 2026. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont Ouais. vécu 2 fois déjà. Oui, alors c'est pas tout à fait à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que si on fait une moyenne, comme je disais, c'est mettons tous les 20 ans, donc plutôt d'une génération. Mais ça, je parle de moyenne. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est pas regroupé. Typiquement, dans les Landes, pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens n'étaient pas vraiment occupés à aller débroussailler des forêts. Il y avait d'autres problématiques avec l'envahisseur allemand, la guerre sur le territoire, l'occupation. Donc en fait, il y a eu très peu d'entretien dans les Landes et là, il y a eu à nouveau des méga-feux très importants qui ont mobilisé même jusqu'à l'armée américaine, quand l'armée américaine a repoussé les armées allemandes. Et là, il y a eu plusieurs énormes feux parce que la forêt n'a pas été entretenue. Donc et là, je dirais que en tout cas, quand on fait la somme, un peu la synthèse de tout ça, le sentiment que ça donne, c'est que tous les systèmes de lutte anti-incendie se sont lentement dégradés, avec un sous-investissement de la part de l'État, qui a sans doute préféré mettre son argent dans d'autres choses qu'il devait juger plus importantes. Et on le voit, c'est que petit à petit, la quantité de surface brûlée depuis quelques années a quand même tendance à augmenter par rapport à, disons, le début des années 2000, où on pourrait dire qu'on était au top à ce moment-là, peut-être. Alors c'est peut-être une conclusion, peut-être que des spécialistes vraiment de la lutte anti-feu me diraient que tout n'était pas parfait. Mais en tout cas, en termes de statistiques générales à l'échelle du pays, à l'échelle même des régions concernées, il y avait moins de feux quand même au début des années 2000, et il y en avait beaucoup moins que dans les années 60-70. Donc il y a un moment où on sent visiblement que il y a des efforts vraiment importants qui ont été mis dans les années 80-90 pour lutter contre l'incendie. On sent que ces efforts ont payé pendant un moment. Et on a sans doute relâché la vigilance dans ce domaine-là. Alors tout à l'heure, parce qu'il y en a qui vont peut-être grimper au rideau là. Quand tu dis oui, quand tu parles de réchauffement climatique et d'incendie, ceux qui font rapidement le lien entre les deux, mais quand même, en tout cas moi de mon vivant, ou alors peut-être que je suis un poisson rouge et que j'ai oublié, je ne sais pas si j'ai déjà vécu un tel été de toute ma vie. Alors après, est-ce qu'il y a déjà eu de tels étés, j'ai 46 ans, avant peut-être, oui, mais j'avoue qu'une telle chaleur aussi souvent et aussi durable, j'ai jamais vu une telle sécheresse autour de moi. Là, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Bah, disons que on va dire, il y a deux composants dans le réchauffement climatique. C'est effectivement la tendance au réchauffement qui est difficile
qui est quand même difficile. Enfin, comment dire, il y a des relevés météo qui montrent que les températures ont tendance à augmenter, même s'il y a beaucoup de choses qui se critiquent sur l'îlot de chaleur urbain. Enfin, c'est un débat qui est très compliqué. Je vais pas y rentrer, mais en tout cas, il y a une tendance au réchauffement. Après, une fois qu'on a fait ce constat-là, en fait, c'est très difficile de dire, c'est parce que je mets plus de CO2 dans l'atmosphère et donc il y a des incendies. Tu vois, le lien de cause à effet, il est d'une complexité effarante. Il faut des modèles de calcul gigantesques qui calculent toute la planète pendant un siècle. Ça doit être je pense que je dis pas de bêtises en disant que ça doit être les plus gros, les plus énormes modèles informatiques numériques du monde. C'est des trucs gigantesques qui permettent de faire cette chaîne de causalité. Chaque maillon de la chaîne est critiquable et est critiqué. Ça fait l'objet d'énormément de littérature. Donc, arriver à dire, arriver à dire, je prends ma voiture, donc il y a l'incendie dans les Landes. En tout cas, je crois, c'est quand même, tu vois, il faut quand même faut être costaud, quoi. Et quelque Mais part, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y en a qui ont fait le pont entre la voiture et un incendie. Le fait de prendre sa voiture, ça crée un incendie? Je vois pas trop le lien. Tu sais, le fait de prendre ta voiture, tu dégages du CO2, donc le CO2 a un effet réchauffant sur l'atmosphère, et donc comme il fait plus chaud, il fait plus sec, ce qui n'est pas tout à fait direct, parce que je veux dire plus chaud, ça peut aussi vouloir dire plus d'humidité. Enfin, je veux dire, il y a des périodes dans l'histoire de la Terre où le taux de CO2 était 4 à 5 fois plus élevé. La végétation était plus dense sur toute la planète avec beaucoup plus de, tu vois, c'était une jungle, il y avait beaucoup plus de productivité biologique. C'est de là d'ailleurs d'où viennent beaucoup de dépôts de charbon, des choses comme ça. Alors là, on rentre dans un autre débat que les méga-feux. Oui, tout à fait. Mais tout ça pour dire, en tout cas, quand on va regarder les rapports du GIEC, où dedans, on voit les résultats de simulation, on voit que, par exemple, et là c'est n'importe qui peut aller vérifier, si on va voir les rapports scientifiques du GIEC, en termes de précipitation, les rapports sont pas d'accord du tout. Les modèles, entre les différentes équipes de recherche, les modèles vont dire que en Europe, il va plus pleuvoir parce qu'il fait plus chaud, donc plus d'évaporation, donc plus d'humidité. Et il y a d'autres modèles qui vont dire qu'il va faire plus sec. Et là, chacun peut aller voir le dernier rapport du GIEC et aller voir que les scientifiques, les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux sur ce point-là. Là où ils vont être d'accord, c'est que ça va avoir tendance à être plus violent. Donc peut-être que si c'est plus violent, les précipitations vont se mettre sur moins de jours. Donc là, il va y avoir plus de ruissellement. Donc c'est plus dur à l'intégrer dans la nappe phréatique, des choses comme ça. Donc tu vois, il y a beaucoup de détails scientifiques qui font qu'en tout cas, si un journaliste ou un homme politique dit c'est de la faute du réchauffement climatique, à cause du réchauffement climatique, ça va être de plus en plus fréquent ce genre d'incendie, c'est pas aussi facile. Voilà. Et moi, je dirais que pour eux, voilà. Et je dirais que pour eux, c'est une voie de facilité parce que effectivement, il y a eu un sous-investissement chronique dans le système de lutte anti-incendie, notamment les avions bombardiers d'eau comme qui font qu'on a une flotte qui a près de 30 ans d'âge, qui a des problèmes de maintenance, qui est qu'à moitié disponible, aux 2/3 disponible. Et ça, honnêtement, c'est beaucoup plus factuel. Il n'y en a que 7 sur 12 qui sont disponibles. Ça, c'est beaucoup plus factuel que des modèles de calcul globaux de circulation atmosphérique globale. Voilà. Et je dirais que voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Après, si on veut se concentrer sur des choses importantes, à mon sens, en tout cas de ce que je connais sur le sujet, il vaut mieux se concentrer sur le fait d'avoir de bien avoir du bon matériel qui est disponible quand on en a besoin. Et de bien aménager le territoire pour qu'il se crame moins une fois que le feu est lancé. Eh bien, Laurent, je te souhaite une belle fin d'été et on se retrouve certainement à la rentrée pour parler de tes prochains articles qui paraîtront dans nos magazines papier. Merci beaucoup, Estelle. À bientôt.
À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien avec Laurent Galtier. Donc, je le disais, nous avons un magazine papier que vous pouvez trouver en kiosque et en ligne. Nous sommes un magazine d'information libre et indépendante et sans vos achats, sans vos abonnements, nous ne pourrions vous proposer des vidéos quasiment quotidiennement, hein. En ce moment, c'est quotidien, qui sont en accès libre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.